Et puis, il y a Lafayette, c'est la meilleure des républiques. Donc, il y a une ambiguïté fondamentale, qui est naturelle dans des circonstances où finalement, un Bourbon, car c'est un Bourbon, même si c'est la branche cadette, monte sur le trône, mais à la faveur d'une révolution. Des situations de ce type ne sont pas inédites en Europe. Et puis en France, on a vu des choses étonnantes. On a vu effectivement des princes du sang voter la mort de Louis XVI. On a vu les frères de Louis XVI intrigués. On a vu beaucoup de choses étonnantes. Donc tout cela, et je crois qu'il ne faut pas avoir une image figée de la tradition monarchique. Il y a toujours eu cela dans la tradition de la monarchie française. Mais il y a une ambiguïté quand même profonde. Et puis il y a une ambiguïté qui est celle de la France. Est-ce qu'il va être l'homme d'une France moderne et beaucoup plus démocratique, ou est-ce qu'il va pencher plutôt du côté de l'ancienne France? Napoléon lui-même était un petit peu ambigu. Il avait à la fois des côtés, Napoléon, d'Ancien Régime, et puis il y avait aussi une certaine récupération de l'héritage révolutionnaire. Donc cette ambiguïté, elle ne va pas le quitter, et elle va lui être reprochée, parce qu'on va lui dire que finalement, il n'a pas de vraie légitimité. Il n'a pas la légitimité monarchique, il n'a pas la légitimité populaire véritable. Donc d'où vient sa légitimité? Pour lui, sa légitimité, d'une certaine manière, ça a peut-être été sa faille, c'est que, quelle que soit sa pratique du pouvoir et ses conceptions autoritaires des choses, il respecte la charte. Alors, c'est très important parce que c'est le fameux article 14 qui crée la chute de Charles X. Et lui, il dit toujours « je respecte la loi, je respecte la loi ». Et respecter la loi, n'est-ce pas une perspective révolutionnaire? Le roi, la nation, la loi telle qu'elle était définie dans les premières années de la Révolution française? Les premières années de la Révolution ont été une expérience de monarchie constitutionnelle. Alors, de fait, elle a échoué. Elle a échoué en raison d'un certain nombre de facteurs que Louis XVI ne contrôlait pas, mais elle a échoué aussi parce que Louis XVI, et c'est ce que Rivarol lui reprochait, et ce que Louis-Philippe lui reproche aussi, parce que Louis XVI n'a pas su anticiper, finalement, et il n'a pas su prendre les rênes de sa propre révolution, de cette révolution royale qu'il aurait pu faire et qui avait d'ailleurs été tentée en partie à la fin du règne de Louis XV au moment des réformes du chancelier Maupoux, cette idée que la monarchie devait se réformer elle-même et faire sa propre révolution. Donc il y a cette idée effectivement qui marque une ambiguïté profonde de l'époque. Mais je crois qu'il y a vraiment ce souci de respect de la loi qui n'est pas étrangère à la tradition monarchique, les lois fondamentales du royaume. Louis-Philippe, incontestablement, se distingue un peu de la tradition la plus absolutiste. Il a été élevé alors par Madame de Genlis, par la tradition des Orléans, de la branche cadette, dans un esprit qui n'est pas celui de l'absolutisme, mais plutôt d'une monarchie quand même limitée. Donc ce n'est pas quelque chose d'entièrement nouveau pour lui, cette idée que le souverain doit respecter un certain nombre de lois qui s'imposent à lui, mais en même temps, il est attaché à l'idée du pouvoir royal, de l'autorité du prince, et il le montre dans la façon dont il exerce le pouvoir, avec ruse quelquefois, en manipulant le milieu parlementaire, mais avec une certaine constance dans cette idée qu'il faut assurer la dignité de sa fonction, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Il y a toujours, pendant le règne, une opposition plus ou moins importante, une agitation à Paris. Quelle est la place dans cette opposition des carlistes, c'est-à-dire de ce parti qui soutient tout simplement la légitimité du fils de Charles X, le futur Henri V? C'est allé assez loin, parce que les carlistes ont purement et simplement voulu soulever le pays contre le régime, avec l'équipée fameuse et un peu pathétique de la duchesse de Berry, et puis avec les attentats. Une partie des attentats qui ont été organisés contre Louis-Philippe provenaient en partie de ce milieu, et puis les caricatures, les attaques politiques. Les années 1830-1835, qui sont d'une violence inouïe sur le plan des attaques contre Louis-Philippe dans la presse, sous forme de caricatures ou d'articles, de pamphlets, des attaques d'une violence qu'aucun homme politique aujourd'hui ne supporterait. Et elles viennent beaucoup des carlistes. Et donc, voilà, il y a eu très clairement, dans une partie des milieux légitimistes, la volonté de déstabiliser, de renverser le régime, même si, en définitive, cela pouvait aboutir à une révolution plus grave et à la chute définitive de la monarchie. Mais justement, on voit bien que Louis-Philippe est très lucide sur ce qu'il se passe, sur ce qu'il voit, sur ce qu'il observe, notamment grâce à sa connaissance de l'histoire. Est-ce qu'il n'a pas conscience, tout simplement, qu'il de fait crée une division au sein du royalisme qui est une division qui va perdurer, et n'est-ce pas aussi pour cette raison qu'il dit « je suis la dernière chance de la restauration de la monarchie ». En fait, il pensait qu'il avait une chance plus durable qui s'incarnait dans son fils aîné. Oui. Ça, c'est certainement, pour le coup, les accidents de l'histoire, leur impact ne peut être négligé. Il avait énormément agi dans l'éducation de son fils aîné, de ses autres fils aussi, mais principalement de son fils aîné, duc de Chartres puis duc d'Orléans, Ferdinand Philippe, Oui. qu'il avait préparé à l'exercice de la fonction monarchique, qui, en 1842, au moment où il va mourir accidentellement à 32 ans, et qui incarne finalement l'avenir à la fois du pays, de la monarchie et de la dynastie, parce que
Le fils aîné de Louis-Philippe avait une grande culture politique et historique, comme son père, un grand réalisme politique, mais en même temps, il avait, et ça tenait à son éducation, à son caractère, une plus grande ouverture, à sa génération, une plus grande ouverture sur les réalités sociales de son temps. Il était véritablement formé pour régner. Et cette mort accidentelle, en 1842, est une véritable catastrophe qui a été perçue, en plus comme telle, par tous les contemporains qui étaient proches du pouvoir, qui l'ont écrit, à commencer par Victor Hugo, mais pas seulement Victor Hugo, par l'entourage de Louis-Philippe. Ils ont tous compris que ce jour-là, quelque chose de dramatique s'était produit. Et Louis-Philippe ne sera plus jamais le même. Ensuite, pendant les 6 années de la fin de son règne, il n'envisage pas, évidemment, de manière constante, la fin de sa dynastie. Mais il ne sera plus du tout dans le même sentiment de confiance et d'assurance qu'il avait enfin atteint à la fin des années 1830, au tournant des années 1830-1840, après les premiers temps du régime où il y avait eu beaucoup d'agitation, de révolte, d'opposition, puis des attentats à rythme rapproché, dont le célèbre attentat de Fieschi. Les attentats continueront après, mais quand même, il y a eu un tournant vers 1838-1840, où Louis-Philippe avait véritablement confiance dans la stabilité des institutions qu'il était en train de donner au pays. Et puis, la mort de son fils aîné a très certainement réinstauré le doute dans son esprit. Mais de fait, quelle considération a-t-il de la branche aînée après avoir, enfin, vous le montrez bien dans votre livre, ce respect de la légitimité jusqu'à la monarchie de Juillet, jusqu'au début de la monarchie de Juillet? Je pense qu'il avait, on le voit dans ses entretiens avec Louis XVIII et Charles X, je pense qu'il était sévère, et d'ailleurs on le lit dans certains de ses écrits. Il était sévère pour la branche aînée et pour le comportement. Il considérait, et là encore il ne se distinguait pas de beaucoup d'observateurs, il considérait que l'émigration et l'éloignement des réalités avaient accentué les défauts de la branche aînée, et puis il connaissait les défauts de Louis XVIII et Charles X. Il était avec eux à l'ouverture des États généraux. Tout le monde connaissait depuis toujours les défauts de Louis XVIII et de Charles X. Donc il était très critique. Et puis surtout, il était très critique sur l'éducation, l'esprit qui régnait à la cour sous la Restauration. Et c'est pour ça qu'il avait voulu que ses fils reçoivent une éducation à Henri IV, qui était la même que celle des bourgeois de leur temps. Il avait véritablement, et il avait eu une discussion extrêmement difficile avec Louis XVIII sur ce sujet, parce que Louis XVIII ne voulait pas que les fils de Louis-Philippe, du duc d'Orléans, soient élevés comme les bourgeois de leur temps, et il avait cherché à l'empêcher, et Louis-Philippe n'avait pas cédé. Et véritablement, c'est là un point crucial, je crois. Il considérait que les Bourbons de la branche aînée étaient en décalage. Arnaud Tessier, je ne voudrais pas terminer cette émission sans évoquer précisément une continuité réelle, une continuité politique entre l'ancien régime, l'ancienne monarchie, et cette monarchie de Juillet, c'est la politique extérieure. La politique extérieure de la France, j'allais dire, elle s'inscrit complètement en contrepoint de la politique de Napoléon, que ce soit l'oncle ou bien le neveu. Louis-Philippe veut croire en une réconciliation. Oui, et c'est dans cela d'ailleurs que Louis-Philippe a toujours recueilli l'estime d'une tradition monarchiste qui est celle de Bainville et de Maurras, qui ont toujours fait l'éloge de la politique étrangère de Louis-Philippe en disant qu'elle s'insérait bien, s'intégrait dans une tradition qui était celle de l'ancienne monarchie, qui est une tradition quand même à la fois dans la politique étrangère de Louis-Philippe, c'est très très net dès 1830 lorsqu'il monte sur le trône et qu'il écrit à ses cousins sur les différents trônes d'Europe. Il y a à la fois la volonté de montrer qu'il est le souverain de la France, qu'il est légitime et que la France doit être respectée, et en même temps il veut montrer que il n'a pas pour intention, alors que toute l'opinion du temps l'y pousse, il n'a pas l'intention de déstabiliser le continent européen, mais il y a les deux, c'est-à-dire je suis un homme qui va respecter les équilibres européens, mais en même temps, je vais porter l'intérêt de la France la tête haute. Donc, dans la France des années 1830, ce n'est pas un pari facile, parce que les périls sont innombrables en raison de tout l'héritage de la grande déstabilisation révolutionnaire, de cette grande peur qu'avait décrit l'historien italien Ferrero, qui s'était abattu sur l'Europe et qui faisait que les gens qui dirigeaient la France avaient eux-mêmes peur de leur propre pouvoir et de la façon dont les choses pouvaient leur échapper, le sol, leurs pieds glissaient littéralement sur le sol. Et donc Louis-Philippe a été véritablement habité par ce double souci. Et il faut quand même bien dire qu'il a réussi, parce qu'il a en particulier évité quelque chose qui paraissait comme une fatalité à un moment donné, pendant son règne, qui était une guerre avec l'Angleterre, et dont les conséquences auraient été incalculables. Il a évité cette guerre avec l'Angleterre contre les pressions de l'opinion publique et d'une bonne partie du milieu politique, et même d'une partie des plus lucides des politiques du temps. Je crois que Tocqueville lui-même était un peu pris en défaut sur cette question. Donc il a fallu beaucoup de sens historique et d'habileté, et on voit comment Louis-Philippe le fait. Il se sert à la fois des outils de la diplomatie du temps, des négociations diplomatiques, il se sert beaucoup en particulier de Guizot, de Talleyrand,
pendant la première partie du règne. Il utilise de grands diplomates. Et en même temps, il se sert aussi de sa condition de souverain. Et beaucoup de la diplomatie de Louis-Philippe se fait à travers des lettres qu'il écrit soit directement aux souverains européens, soit auprès des Anglais par l'intermédiaire de sa fille Louise, qui pour des raisons d'alliance familiale a des relations privilégiées avec la cour d'Angleterre. Donc il joue de tous les registres. Il est à la fois un souverain d'Ancien Régime et puis un souverain du 19e siècle. Et le message qu'il a toujours cherché à faire passer aux autres souverains européens, c'est « Je suis votre meilleure garantie de la stabilité future de l'Europe. Mais respectez la France, respectez mon pouvoir, mais soyez convaincus que la France, en réalité, dirigée par moi, c'est la meilleure garantie de la sécurité de vos trônes. » Et les faits, d'une certaine manière, lui donneront raison, puisque sa chute en 1848 va s'accompagner d'une grande secousse européenne. Alors justement, cette chute, on retrouve le personnage tel que vous l'avez décrit au cours de cette émission. On lui demande cette abdication, il signe cette abdication. Vous présentez, reprenez le texte, il est entouré de personnes inconnues, mais dont les yeux avides suivaient chaque mot que je traçais en criant tout à la fois « Dépêchez-vous, il faut en finir, vous n'avez pas un moment à perdre. Ne la faites donc pas si longue, la lettre bien évidemment d'abdication. » Et il ne mentionne pas la régence, parce que c'est une des possibilités. Et s'il ne la mentionne pas, c'est qu'il veut, encore une fois, respecter la légalité. Oui, parce qu'une des solutions qui lui était suggérée fortement, c'était de confier la régence à la duchesse d'Orléans, la veuve de son fils aîné, et non pas au duc de Nemours, comme la loi l'avait prévu, la loi qu'il avait fait voter. Et donc, il a voulu respecter les règles. Dans cette scène étonnante où, aux Tuileries, tout le monde est autour de lui, dans une sorte de foule un peu indistincte, où on distingue des proches quand même, tout le monde le pousse de signer son abdication. On voit de manière physique, à la fois à travers son propre récit qu'il en a fait ensuite, et puis à travers un récit qui a été fait par d'autres témoins, on sent de manière presque physique, palpable, la trouille. Le système qui tombe à cause de la trouille qui s'est emparée de tout le monde, sauf en l'espèce de son épouse Marie-Amélie. Et c'est un peu terrifiant parce qu'on voit que Louis-Philippe est rattrapé par son cauchemar, par le cauchemar de ses jeunes années, le cauchemar de cette trouille, de cette peur panique qui a emporté la monarchie, qui a emporté son père, qui l'a fait terminer sur l'échafaud, et cette peur généralisée qui, lui, va le conduire sur les routes de l'exil à nouveau et l'amener à regagner l'Angleterre où il mourra amer et étonné encore de la facilité avec laquelle son système politique s'est effondré. Est-ce qu'il n'est pas mort politiquement de son propre réalisme face finalement à ce virus romantique qui sévissait en France? Oui, c'est ce que dit un petit peu Maurras ou ce que dit Junger aussi. Il n'avait pas cette faculté, en tout cas il l'avait peu, il n'avait pas cette faculté qu'avait un peu son fils et qu'a eu un homme comme le général de Gaulle, de poétiser le réel. C'était vraiment un réaliste. Il trouvait que tout cela avait été vraiment très coûteux, mais un pays comme la France, dans les circonstances qui étaient celles de la première moitié du 19e siècle, eh bien, le réalisme ne suffisait pas. Il fallait un peu poétiser le réel, il fallait y rajouter un petit peu cette dose de romantisme. Et c'est pour ça que c'est assez touchant de voir que l'homme qui l'a le mieux analysé, c'est Victor Hugo, qui est un romantique et qui en même temps a su décrire dans Chose vue avec une précision incroyable cette mécanique dont Louis-Philippe était victime. Eh bien, merci beaucoup à Arnaud Tessier d'être venu au micro pour nous parler du dernier roi des Français, donc Louis-Philippe, une biographie parue aux éditions Perrin. Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour.